Bonjour à toutes et à tous, de retour en ce lundi 5 octobre pour mon 13e jour de défi live. Et aujourd'hui j'étais inspirée, déjà je souhaite la bienvenue à tous ceux, toutes celles et ceux qui vont me rejoindre. J'ai retrouvé mon salon pour avoir de la luminosité aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a tellement en fait, mais bon. Et en fait, je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est quand même très sombre bizarrement. Attendez, j'essaie de régler pour voir si ça change quelque chose. Et si je retourne à mon bureau, hein, c'est les aléas du direct. On va voir si c'est mieux. Parce qu'il y a quand même certains avantages à être à certains endroits. C'est pas non plus délirant. Mais c'est peut-être mieux quand même. Bon, je vais rester là. Écoutez, hein, j'avais envie de changer de décor, mais je vais revenir à mon bureau, une valeur sûre. Voilà, là, je ne sais pas qui vient de se connecter. Hello, hello. Salut Jessica. Salut, bienvenue. Alors oui, aujourd'hui j'étais inspirée pour partager autour d'un sujet que je pense vous êtes assez nombreux à avoir expérimenté ou à expérimenter en ce moment même, qui s'appelle le fameux syndrome de l'imposteur. Et en fait, comme ça... Hello Jessica, ouais, ça roule, tant mieux. Et comme c'est un sujet qui, moi, me concerne et qui, je sais, concerne beaucoup de gens, j'ai pris la peine de faire quelques recherches pour savoir d'où venait ce syndrome de l'imposteur. Alors, tout d'abord parce qu'en fait, je voulais connaître l'origine de ce syndrome pour la simple et bonne raison que je ne suis pas fan du terme, en fait. Syndrome de l'imposteur, pour moi, on a l'impression qu'on a une maladie. Et je trouve que c'est tout sauf le cas, sauf à ce que dans certains cas, ça soit vraiment maladif. Mais en fait, j'ai trouvé dans Wikipédia, notre meilleure amie, que en fait, ce sont deux psychologues cliniciennes qui ont inventé ce terme. Alors, on ne me demande pas d'où elles viennent, je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont inventé ce concept, on va dire, en 1978. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elles-mêmes ne sont plus très fans du terme qu'elles ont employé à l'époque, parce qu'effectivement, ça renvoie à quelque chose de pathologique. Et ça t'a hanté la semaine dernière, Jessica, tu vois, donc voilà. Et on est un certain nombre à le vivre régulièrement sur des périodes plus ou moins longues. Et du coup, je vais revenir, mais je reviens un peu sur d'étymologie, entre guillemets. Mais en fait, comme je disais, c'est celles qui ont inventé ce concept regrettent, en fait, elles regrettent d'avoir utilisé ce terme. Elles parlent maintenant plus d'expérience. C'est une expérience qui est vécue par, d'après les études, 70% de la population. Et l'onadine, environ. C'est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. Parce qu'effectivement, c'est souvent lié au fait de ne pas se sentir à l'aise sur quelque chose, surtout quand on débute. Et je pense que là, les praticiens et praticiennes, thérapeutes et futurs thérapeutes, surtout, se retrouveront. Donc en fait, c'est un doute qui consiste à ne pas se sentir légitime dans ce qu'on fait et sous une certaine forme, à dire que c'est jamais grâce à nous que les choses arrivent. On a tendance à minimiser en fait notre contribution, la valeur de ce qu'on apporte, de notre impact dans ce qui arrive. Ça peut être le cas d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur. J'utilise le terme parce que vous le connaissez, mais ça peut aussi concerner aussi bien le professionnel, on pense surtout à ça, mais aussi le privé. On peut se sentir un imposteur dans le rôle de mère, dans le rôle de père, vis-à-vis d'un conjoint, de quelqu'un qu'on aime, qu'on peut peut-être, par rapport à qui on a tendance à se minimiser, par exemple. Et puis bien sûr au travail, il y a plein de domaines dans lesquels on peut ne pas se sentir légitime. Et dans la manière dont elles l'ont analysé, Nadine me dit « Ah, ça me parle », bah oui. Et donc en fait, alors j'ai oublié ma... Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant. Donc là, on revient sur la partie clinique qui avait été analysée, mais on est aussi sur carrément la peur d'être démasqué. En fait, je suis un imposteur, je suis une impostrice, une imposteuse. Bref, je ne suis pas légitime. On revient effectivement à la notion d'illégitimité. Et je risque d'être démasquée à tout moment. Donc, je mets en place des stratégies. Là, je vous reparle de la genèse. Je vais mettre en place des stratégies pour, quelque part, compenser. Donc, la première stratégie, ça va être ce qu'ils appellent l'overdoing, c'est-à-dire je vais en faire des caisses. Je vais me surinvestir, je vais être dans le sur... Alors ça, c'est un peu ma spécialité, donc je connais bien.
je fais en faire d'autant plus que je ne me sens pas légitime. Parce que comme ça, si ça réussit, c'est pas parce que j'ai des capacités particulières, c'est juste parce que j'ai beaucoup travaillé. Bon, puis c'est de la chance aussi, vous voyez. Donc, je me sens tellement pas suffisamment, enfin, on revient à l'estime de soi, hein, de valeur quelque part, que je vais compenser par la quantité. Si j'ai pas la qualité, je vais compenser par la quantité. Et ça, c'est typiquement ce qui risque de mener au burn-out. Hein, les personnes sujettes au burn-out, c'est bien souvent des personnes qui ont cette impression de toujours devoir, enfin, qui vont faire beaucoup, et qui peuvent s'épuiser. Et puis après, à l'inverse, on a le underdoing, c'est-à-dire, bon, ce qu'on va appeler la procrastination. Hein. Bon, bah, de toute façon, enfin, je suis pas capable de faire le truc, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, bah, de toute façon, je vais rien faire, hein, ou je vais en faire le minimum, parce que de toute façon, je vais pas y arriver, et puis comme ça, si ça réussit, de toute façon, ça sera pas grâce à moi. Je vais chercher mon verre d'eau, j'arrive. Voilà, les soifs. Les aléas du direct. Donc, ça, typiquement, le underdoing, la procrastination que nous connaissons bien tous, je pense, ça, c'est typiquement ce qui peut mener à l'échec. C'est sûr que si je fais rien, il ne va pas se passer grand-chose. Je risque pas de réussir, ou alors, ça ne sera pas grâce à moi, puisque j'aurai rien fait. Donc, on entretient ce syndrome, ça entretient le syndrome de l'imposteur. Et en fait, moi, je suis... alors, ok, là, je vous expose les choses initiales, mais moi, je relis surtout le syndrome de l'imposteur. Effectivement, comme tu le disais, Jessica, tu me disais, moi, c'était plus l'illégitimité. Moi, je lis ça au sentiment d'illégitimité, qui peut avoir différentes origines. Et bien souvent, je vais respirer, parce que j'ai couru pour aller chercher mon verre d'eau. Bien souvent, derrière, il y a, Nadine me dit, ça me parle aussi, bah oui, il y a des peurs et des croyances. Alors, typiquement, les peurs, ça va être, j'ai peur de rater déjà. J'ai peur de rater, j'ai peur de l'échec. Parce que si je rate, alors je me fais des gros films dans ma tête, hein, si jamais je rate, je vais plus avoir, je dis des choses au pif, on va me rejeter, je vais manquer d'argent, je vais reprendre l'exemple des thérapeutes et des praticiens qui ont peur de s'installer, comme ça va être plus simple, voilà. Je risque de manquer d'argent, je risque peut-être qu'on se moque de moi si je rate. Je risque que mon conjoint ou ma conjointe me quitte, je risque de décevoir mes enfants, enfin bon bref, il y a toute une palette où je confirmerai à mes parents que je suis nulle, puisqu'ils m'ont toujours dit ça. Donc la peur de l'échec, il y a aussi la peur de la réussite. Et comme je le disais dans une autre vidéo, c'est beaucoup plus subtil, parce qu'on en a beaucoup moins conscience. Si je réussis, peut-être qu'après, j'aurai plus de temps pour moi, parce que je vais faire que travailler. On a une autre croyance derrière, hein, c'est-à-dire que réussir égale beaucoup travailler. Peut-être que je vais gagner trop d'argent et je ne saurai plus quoi en faire. Ça paraît bête, mais ça peut arriver. Moi d'ailleurs, j'ai ça par rapport au loto. Je me suis toujours dit, si jamais je gagne au loto, en fait, je ne saurais pas trop quoi faire de cet argent et j'aurais peur aussi, finalement, que les personnes qui sont autour de moi le soient pour mon argent et pas pour moi. Donc en fait, j'ai pas trop envie de gagner au loto. Donc la peur de la réussite. Alors, il y a aussi la notion de responsabilité. Souvent, on associe la réussite aux responsabilités. C'est quand même lourd d'avoir des responsabilités. Moi, je suis pas sûre que j'ai envie d'assumer ça. Il peut y avoir aussi la peur de la trahison, la peur du rejet, la peur de la déchéance, qui peuvent concerner nous, parce qu'on a déjà vécu ça, ou concerner des ancêtres, etc. Il y a aussi la peur de mal faire. J'en reviens au fait de pratiquer certains soins, en tout cas d'avoir certaines pratiques. Est-ce que je ne vais pas faire du mal aux gens? Parce que si je fais mal les choses, est-ce que peut-être je vais je vais les rendre plus malades ou ils ne vont pas être bien? Bon, ça peut aussi, c'est assez courant. Et puis, la peur aussi de mal faire, tout court. Au-delà de faire du mal, c'est de mal faire. Peut-être que je ne m'y prends pas bien. Donc, il y a plein de peurs, en fait, qui viennent. Alors, ça dépend des personnes, des moments, des sujets. Mais il y a toute une jolie palette de peurs. Jessica me dit, oui, c'est ça. Et quand j'ai accepté mon être profond et de devenir ce pourquoi je suis prête, ça va beaucoup mieux. Oui, il y a tout un travail d'acceptation, etc. Je vais y revenir. Et Nadine dit, par rapport au loto, si je gagne, tu pourras toujours partager. si gagne, tu pourras toujours partager. Ouais, c'est ça. Je joue pas, désolée. Et puis aussi, il y a la notion de croyance. Toutes les croyances qu'on a derrière. Je ne suis pas capable.
Mais ça, je peux me sentir pas capable parce que j'ai déjà raté des trucs ou parce qu'on m'a répété toute mon enfance que j'étais pas capable. Ou bien parce que dans la famille, il y a plein de gens qui ont raté, donc moi je suis comme eux, hein, je suis pas capable de réussir. Il y a aussi je ne suis pas digne. Hein, ça peut aussi, ça vient de conditionnement liés à cette vie ou d'autres. J'ai pas le droit. Voilà, il y a plein de croyances derrière qui viennent se greffer. Tout ça est souvent lié aux peurs, hein, c'est un gros mix. Donc le but là, c'est pas forcément de détailler tout ça parce que vous imaginez bien qu'il y a plein de choses. Mais c'est en fait de dire ce qui est lié à ce sentiment d'illégitimité, c'est justement plein de choses. Par exemple, je veux me lancer comme naturopathe. Moi, j'ai le cas d'une personne qui veut se lancer comme naturopathe et qui a fait 3 ans de cours de naturopathie. Et puis, elle me contacte au moment de s'installer. Et en fait, en discutant avec elle, je me rends compte rapidement qu'elle n'a jamais pratiqué. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pratiqué dans le cadre des cours, mais elle n'a pas pratiqué en dehors des cours, dans le cadre de vraies séances, avec des vrais cobayes. Et donc, forcément qu'elle a le sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais expérimenté en situation réelle. Donc, non seulement elle ne sait pas si ça va lui plaire, mais en plus, elle ne s'est pas rassurée sur le fait qu'elle sait faire. Et en plus, elle a conscience de la responsabilité que c'est. Et elle a peur de faire du mal. De mal faire, oui, et de faire du mal. De la responsabilité qui est associée. Et donc, la première chose que je lui ai préconisé de faire, c'est déjà de faire des séances. C'est quand même par là qu'il faut commencer pour savoir si déjà ça nous plaît, si on a envie, et commencer à se rassurer sur le fait qu'on sait mener une séance. Si on ne sait pas trop, on ajuste, hein, ça on peut le travailler en coaching, etc., etc. Mais bon, à un moment donné, là, il faut se lancer, c'est-à-dire qu'elle a les bases techniques, théoriques, mais c'est en pratiquant qu'elle va se rassurer, on va dire. Alors après, il y aura peut-être des peurs cachées, etc. à travailler, mais ça, on verra au fur et à mesure. Voilà, donc moi, je considère que syndrome de l'imposteur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas une maladie. C'est pas non plus quelque chose de définitivement bloquant. Parce qu'en fait, moi, pour l'avoir vécu, et encore récemment, c'est vraiment pour moi une information, en fait. C'est une information qui vient nous interpeller, nous dire « Ah, là, on sort de la zone de confort. Là, on est clairement, on entre en zone d'inconfort. » Et ça peut être notamment tout simplement dû au fait, c'est juste après logique. Par exemple, je reprends l'exemple de l'entreprise, quand on change de poste, on prend un poste, on est en zone d'inconfort. On a ce syndrome de l'imposteur, en tout cas ce sentiment d'illégitimité, on ne se sent pas capable, etc. Et puis on va se former, on va faire, et donc au bout de 3 ans, on va être à l'aise. Et puis après, nouveau poste, qui n'a rien à voir, ou qui a un peu à voir, mais pas trop. Ouf, là ça y est, ça recommence. Mince, oh là là, je stresse. Et on dit souvent, d'ailleurs, on disait en entreprise qu'il fallait 6 mois à peu près pour s'habituer à un nouveau poste, parce qu'il y a toute une phase d'intégration dans la nouvelle équipe, de compréhension des modes de fonctionnement, relationnel, mais aussi organisationnel, et puis aussi il y a toute la partie acquisition de compétences, voilà, savoir maîtriser son poste. Alors la maîtrise, ça se fait au bout de quelques années, mais en tout cas savoir faire, ça prend un peu de temps et c'est normal. Donc, à ce moment-là, on est juste sur une alerte. Attention, tu rentres en zone d'inconfort. Qu'est-ce que tu peux ajuster pour te remettre en zone de confort? Et bien souvent, ça va être par l'apprentissage et la mise en action. Donc, il y a cette notion de... J'ai atteint à un moment donné, j'ai dépassé un plafond et j'arrive à un nouveau palier. Mais comme c'est nouveau, ça me met en inconfort et j'ai ce syndrome qui ressort. C'est un challenge en fait que je suis invitée à dépasser tout simplement. Ça peut être aussi un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans le sens où ça peut être lié au fait que, par exemple, il y a un problème d'alignement, c'est-à-dire qu'on me demande de faire quelque chose, mais ce n'est pas en phase avec moi. Alors soit ça vient d'extérieur, soit ça vient de soi. Je prévois de faire quelque chose, on me demande de faire quelque chose qui n'est pas moi. Et à ce moment-là, je vais être dans ce syndrome de l'imposteur parce que je ne sais pas faire ou juste parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas moi, quoi. Moi, je vous donne un exemple, tiens, tout trouvé. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo par rapport au coaching.
Eh bien, si j'avais voulu gagner beaucoup d'argent, j'aurais coaché en entreprise. Hein. J'ai quand même 20 ans dans des grosses entreprises, j'ai occupé différents postes, certaines responsabilités. J'ai côtoyé des gens, des RH de BNP Paribas, entre autres. Donc, voilà, c'est quand même ça me fait un beau CV hein, sur le papier. J'ai fait participer à des projets stratégiques, donc je pourrais me dire, je fais du coaching de dirigeants, parce que là, ça peut aller jusqu'à 1 000 €, 3/4 d'heure. Et en fait, si je faisais ça, j'aurais ce syndrome de l'imposteur. Par contre, comme j'ai un niveau de conscience suffisamment développé aujourd'hui, je sais que c'est parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Pour moi, ça serait une escroquerie pour le coup. Ça serait une escroquerie parce que je sais que c'est pas aligné avec moi, parce que j'ai pas envie de faire ça, et parce que je sais que je jouerais un rôle. Je jouerais le rôle de la coach qui s'intéresse aux dirigeants, alors que franchement, c'est pas mon créneau. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être un indicateur de finalement, ce que je prévois de faire, est-ce que ça me correspond vraiment ? Donc, c'est toujours, voilà, ça dépend des situations, il n'y a pas de réponse toute faite. Merci Nadine pour les petits cœurs et les petits pouces, c'est le festival. Mais il y a vraiment cette notion d'aller comprendre, en fait. Hein. Pour moi, une des clés, c'est vraiment aller comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Soit on fait le lien avec quelque chose qu'on a déjà vécu, enfant, adulte. On peut avoir aussi des choses qui se sont passées quand on était dans le ventre de notre mère, et Dieu sait que voilà, il y a beaucoup d'empreintes liées à cette période qui se travaillent notamment en kinésiologie, hein. Mais ça peut être lié aussi à des mémoires transgénérationnelles inconscientes évidemment, c'est-à-dire qu'on est porteur de choses. Moi à un moment donné, quand ça bloquait au niveau de l'énergétique, je me suis demandé si c'était pas transgénérationnel, parce que mon père lui-même avait à un moment donné constaté que le magnétisme se développait chez lui, s'ouvrait, se manifestait, et il a pris des cours, et en fait il a assez rapidement arrêté parce que ça l'a dépassé. Et moi, quelque part, je sais que quand je me suis mise au début, je me disais non mais moi je vais pas, voilà, moi ça va aller, etc. Puis en fait ça a bloqué à un moment donné. Je me suis demandé si c'était pas lié à ces mémoires de magnétisme non assumé, on va dire. Bon, j'ai pas forcément travaillé là-dessus, donc il y avait d'autres explications, mais ça peut être une explication. Si dans ma famille on n'a jamais gagné d'argent, moi la première, c'est ce que je disais, bon, de toute façon, moi dans ma famille, personne n'a de l'argent. Donc c'est normal que j'en ai pas. Bah non, en fait, pas forcément. On est porteur de choses, conscientes ou inconscientes. Et puis après, puis le sujet de l'argent, c'est un sujet qui concerne quasiment tout le monde. Il y a bien sûr aussi les mémoires karmiques. Je reprends la notion de guérison, de faire des soins ou assimiler. Moi, j'avais des blocages par rapport à ça, notamment parce que j'avais peur de faire du mal, parce que dans d'autres vies, j'ai fait du mal, comme nous tous. Si, je vous assure. Mais j'en avais gardé beaucoup de culpabilité. Donc, j'avais peur de refaire du mal. Sur le fait de m'exposer aussi, par exemple, de prendre ma place, bon, pas mal de blocages, notamment au fait que dans d'autres vies, j'ai... notamment une autre vie, on va dire, où j'avais un certain, statut social, je vivais dans un certain standing, et j'ai été jalousée et j'ai été déchue, ce que j'ai pas très bien vécu, apparemment. Et donc, il y a aussi ces peurs du passé, mais qui sont engrammées dans notre corps et dans nos cellules, dans nos énergies, ça crée des nœuds, des blocages, et donc c'est en travaillant là-dessus, mais avec des personnes qui sont capables d'aller chercher ces informations, qu'une fois qu'on les a identifiées, eh bien à ce moment-là, on peut aller les déprogrammer, ou en tout cas refaire circuler l'énergie pour retirer les nœuds, et donc que tout ça redevienne fluide. Donc, voilà, il y a plusieurs pistes en fait pour dépasser ce syndrome de l'imposteur. Je dis bien dépasser parce que j'ai encore lu sur internet ce matin comment contrer le syndrome de l'imposteur, le contrer. Mais en fait, tout ce qu'on cherche à contrer, à combattre, en fait, on lui donne de l'énergie. Donc, il ne s'agit pas de le contrer. Et c'est là un des enjeux, et moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire, ok, je me sens bloquée, je sens que j'y arrive pas parce que je ne me sens pas légitime. La première chose à faire, et ce n'est pas la plus facile, c'est accepter cet état de fait et ce ressenti. Accepter qu'on ne se sent pas légitime, ne pas se flageller encore plus parce que là, on se fait du mal et ça ne nous fait pas avancer. Mais se dire, ok, je suis bloquée, pourquoi ? J'aimerais bien j'aimerais comprendre, j'aimerais dépasser ça.
Est-ce que je peux avoir des informations qui vont, les bons contacts? Je demande, hein, je fais mes demandes. Et puis, progressivement, ça peut se faire sur peu de temps ou beaucoup de temps. Hein. Parfois, ça prend des mois ou des années. Mais moi, la dernière fois, ça a pris plusieurs mois pour dépasser ça parce que j'ai eu besoin de rencontrer des bonnes personnes, de faire le bon cheminement, de nettoyer des bonnes choses. Donc, il y a la partie acceptation, la partie nettoyage, je dirais. Enfin, compréhension, pardon. Et nettoyage si besoin. Et puis aussi... et ça, je dirais que cette phase de compréhension et cette phase de nettoyage des mémoires notamment, et bien en fait, moi j'ai identifié que ça m'a fait passer de je ne mérite pas à je mérite, parce que de par des mémoires, je pensais que je ne méritais pas, et aussi à je suis en danger, parce qu'il m'est arrivé des choses avant, à je suis en sécurité. Voilà, je peux avancer, je suis en sécurité. Là, on n'est plus avant, on est maintenant, tout va bien. Hop, on a tout refluidifié. Donc maintenant, je mérite et je suis en sécurité. Donc déjà, je peux avancer. À partir de ce moment-là, je peux me remettre en mouvement. Parce que j'ai compris ce qui bloquait. Parfois, juste la prise de conscience suffit d'ailleurs. Hein. Poum, on se connecte à l'information. Ok, poum, ça, voilà, ça se dénoue. Et après, bah, la dernière phase... pour moi en tout cas, hein, je vous décris mon processus, c'est de me remettre en action. Parce qu'une fois que j'ai nettoyé les blocages qui m'empêchent d'avancer, les peurs, les croyances et autres, bah ça y est, je peux m'y remettre. Et à ce moment-là, je fais en sorte, ça c'est important, de faire des choses qui me plaisent. Parce que si je me remets dans un schéma de faire des choses qui ne me plaisent pas, ou qui ne me conviennent pas, qui ne me correspondent pas, je vais me retrouver de nouveau dans le syndrome de l'imposteur, puisque ça ne sera pas moi. Voilà. Et donc, quand je me remets en action, eh ben, je me fais passer de « je ne suis pas capable, je ne sais pas faire » à « je suis capable, je sais faire ». Pour certaines personnes, il n'y a pas besoin de passer par la conscientisation, le nettoyage, etc. Il y en a, il suffit de se dire bah tiens, j'ai peur du vertige, pouf, je vais sauter à l'élastique. Bon, moi, ça ne marche pas, c'est plus complexe que ça, donc pareil, hein, j'ai mis du temps à l'admettre. Je suis un être complexe, comme beaucoup de gens. Complexe ne veut pas dire compliqué, mais en tout cas, voilà, ça nécessite une certaine approche. Et à ce moment-là, ben, j'avance. Maintenant que j'ai la clé, j'ai le mode d'emploi, je sais comment faire. Voilà. Donc, il y a aussi un point finalement sous-jacent à tout ça, c'est quand même accepter d'une certaine manière l'inconfort associé à ce sentiment d'illégitimité, à ces peurs. Parce qu'on a tendance à rejeter, c'est David Laroche qui avait fait une vidéo sur la peur, et que bien souvent, en fait, notre plus gros souci, c'est qu'on a peur de la peur, c'est qu'on n'aime pas se sentir inconfortable, comme si on devait toujours être à l'aise, toujours de bonne humeur, toujours en pleine forme, mais la vraie vie, c'est pas ça, la vraie vie, c'est voilà, c'est fluctuant, c'est un mouvement, et elle nous invite régulièrement justement à aller voir quand ça va pas, ce qu'il y a derrière, et à venir dissoudre tout ça. Nadine, tu dis, c'est assez cyclique ces croyances. Parfois, je suis dans un élan très positif et le lendemain, je me bats contre ces croyances limitantes qui reviennent me polluer. Oui, moi aussi, c'est complètement fluctuant. Ça dépend des jours, mais maintenant, en fait, j'ai trouvé, alléluia, enfin, j'ai mis un peu de temps, le moyen de gérer ça, en fait. Je me fais des auto-soins, mais à partir de référentiels que j'ai, avec mon pendule, etc., je trouve des infos et après, finalement, la remise en mouvement, au niveau énergie, elle se fait assez naturellement, en fait. Mais c'est une mécanique à prendre. En tout cas, moi, j'ai trouvé ma méthode, mais ce n'est pas forcément celle de tout le monde. Alors, je me permets de revenir sur « je me bats contre ces croyances limitantes ». Tant que tu te bats contre, elles restent. Accepte-les. Accepte-les, fais-leur un gros bisou. Ok, vous êtes là, très bien. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Qu'est-ce que vous venez me dire? D'où vous venez? Pourquoi vous êtes là? Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, donc j'ai compris, maintenant je vais faire en sorte de refluidifier ça. Ça ne va pas m'arrêter. C'est juste une information, c'est juste un... Moi je prends vraiment chaque événement bloquant ou chaque contrariété comme une occasion de guérir. Quand je dis guérir, c'est nettoyer, c'est-à-dire aller dissoudre, transmuter, si on reprend l'image de l'énergie, positivement ce qui est sclérosé. Et si la vie ne me le montre pas, je ne sais pas et je reste effectivement polluée, j'avance pas, etc. Donc finalement, quelque part, aller mal, moi je trouve ça génial dans le sens où ça permet justement de chercher à aller mieux. Alors Jessica, comme pour toute émotion, ne jamais juger, se flageller, oui, mais accueillir, se centrer sur soi et laisser monter
exactement. En se centrant sur son intuition, les réponses sont justes et ça aide à décanter, effectivement. Mais ça demande, comme je le disais l'autre jour, de prendre un temps de pause, d'accepter de prendre ce temps de pause, de calme intérieur pour laisser les choses venir, laisser les émotions, les énergies, du coup, recirculer. Même si c'est pas très agréable au début. Salut Corinne! Corinne, t'arrives à la fin! Jessica, tout ce que je fuis me poursuit. Exact, comme dirait Nadine. Exactement. Quand on a compris ça déjà, on a compris pas mal de choses. Donc accepter ce qui est, c'est une des clés, même si c'est pas facile. Hein. Je vous dis pas que j'arrive toujours systématiquement. Parfois ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, je constate que ça fait partie du processus. Accepter, rester bienveillant avec soi et prendre chaque chose en son temps avec calme et bienveillance et dire ok, je vais dépasser ça. Corinne, oui, dommage, super intéressant le sujet. Et oui, tout à fait, Corinne, mais tu pourras regarder le replay. Voilà, donc en fait, c'est ça que je voulais partager avec vous. Le syndrome de l'imposteur ne se détruit pas, ne s'annule pas, ne se dissout pas de lui-même. Il y a juste des clés, en fait, pour avancer. Et accepter ce qui est, voilà, et se faire aider aussi, bien sûr, se faire aider. Mais en tout cas, il vient nous donner des informations sur ce qu'on a dépassé, sur ce qui est bloqué, et pour nous permettre de mieux avancer, tout simplement. Et en plus, moi, je trouve qu'il a des vertus. On en revient au manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Bon, le manque d'estime de soi, c'est plus profond. C'est le fait que je ne me donne pas forcément de valeur intrinsèque. Le manque de confiance en soi, c'est plus je doute de ma capacité à faire quelque chose. Mais en tout cas, et je ne sais plus ce que je voulais dire, j'étais partie là-dessus. Oui, non, oui. En fait, le fait de manquer de confiance en soi, je ne trouve pas ça négatif du tout, pour la simple et bonne raison que ça donne une certaine forme d'humilité. Moi, j'ai vu des gens très sûrs d'eux faire beaucoup de mal autour d'eux, parce que zéro doute. Le doute permet quand même aussi de... Il ne faut pas que ça devienne handicapant et que ça on soit mal en permanence, mais ça vient aussi nous permettre de nous remettre en question, de voir les choses autrement, d'apprendre de nouvelles choses et une forme de conscience aussi de... On n'est pas seul. On n'est pas seul. Alors ceci étant, quand on va très mal et qu'on est très très mal, on est très auto-centré, malgré tout ce qu'on peut imaginer, on est complètement dans l'ego. Je le sais pour l'avoir vécu, on est tellement mal qu'on est complètement centré sur son mal-être et à ce moment-là, on n'est pas ouvert. Mais quand on a déjà, voilà, quand on se sent mieux et qu'on va mieux et qu'on est plus conscient, ce syndrome ou ces doutes viennent juste nous dire, bah écoute, voilà, il y a une petite marge de progrès, de progression, bah, on va y aller tout simplement, quoi. Et en plus, dès lors qu'on a dépassé un blocage, bah, comme il était existant, bah, on s'est rendu compte qu'on l'a dépassé. Là, on fait « Ah ouais, quand même, dis donc, il y a 6 mois, j'en étais là. Ça va beaucoup mieux. » Salut Christelle. Christelle, t'arrives à la fin. Tu regarderas le replay? J'espère que tu vas bien. Voilà, bah, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour en tout cas vos partages. Les filles, j'adore. Je crois que ça va me manquer, les lives après. Je crois que j'en ferai de temps en temps. Jessica dit, parfois, c'est un masque d'être sûr de soi, d'où les dommages collatéraux. Ouais. Tu sais, ça m'est arrivé de... Enfin non, tu sais pas. Je parlais avec un manager dans ma boîte, là, dans mon dernier poste. Et en fait, il était super fan d'une jeune femme très sexy. Hein, ça, tout s'explique. Et en fait, moi, j'ai vu cette jeune femme très sexy. Et en fait, ça m'a mise mal. Ça, c'est mon côté hyper empathique, hyper sensible. Ça me prenait à chaque fois que je la voyais. Parce que ce que je voyais, c'était un rôle. C'était une jeune femme qui qui surjouait en fait la séduction. La sexitude, même, on peut dire, à ce niveau-là. Elle surjouait totalement. Et c'était un rôle, c'était une pure escroquerie. En l'occurrence, mais elle n'avait pas du tout le syndrome de l'imposteur, elle était complètement dans ce rôle, et j'ai su pourquoi en fait après, c'est-à-dire qu'en fait quand elle était petite, c'était une mini-miss, je sais pas comment ça s'appelle, et donc elle avait pris le pli toute petite d'être jolie, d'être séduisante, et c'était sa manière d'avoir de la reconnaissance et de progresser, y compris dans l'entreprise, mais ça a amené à des situations complètement déplacées. Et j'en parlais à son manager, je lui dis mais en fait elle est mal quoi. Moi je voyais le désalignement là,
Et en fait, il m'a dit, mais tu sais Amélie, tout le monde n'est pas mal. Ou tout le monde n'est pas en souffrance. Bon, voilà, c'est quelqu'un, s'il regarde cette vidéo, qui se reconnaîtra, qui pour moi est aussi dans un rôle de gros dur et de gros méchant. Il assume totalement sa part d'ombre, mais pas sa part de lumière. Et voilà, bon, bah c'est comme ça. Mais oui, oui, bien sûr, on est très souvent amené à jouer des rôles et parfois c'est tout à fait inconscient. Et parfois les autres ne le ressentent pas, surtout les gens qui ne sont pas du tout empathiques. Maintenant, quand on est empathique, c'est notre histoire, on le sent tout de suite. On repère l'incohérence dès que la personne rentre dans la pièce. Et voilà, c'est aussi ce qui fait notre atout quand on accompagne les autres, c'est qu'on capte les choses. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, merci pour cet échange. Je ne sais pas ce que je vous dirai demain. Est-ce que je ferai un... Tiens, alors je fais un petit sondage. Est-ce que pour demain, parce que demain c'est l'avant-dernier jour, le dernier jour je ferai le bilan des lives, est-ce que vous avez un thème à me proposer? Ou bien est-ce que vous préféreriez un question-réponse? Open question, hein, les sujets sont ouverts. Donc pour les personnes qui sont là en live, et puis pour celles et ceux qui me regarderont en replay, j'aimerais bien, je compterai les votes. Est-ce que vous préférez un thème précis ou vous préférez un question-réponse ouvert? Alors j'aurai besoin de vous demain du coup si vous voulez un question-réponse pour être juste dans l'échange avant que je fasse mon dernier live dans le cadre de ce défi mercredi. Eh ben j'ai hâte de savoir. Jessica dit l'empathie et l'hypersensibilité. Et oui, mais enfin on est très nombreux dans ce cas-là et on va l'être de plus en plus. Puisqu'on entre vraiment, on est entré dans une ère de connexion à ses émotions, à soi, et justement à ses capacités sensitives, extrasensorielles, etc. Donc, pour moi, c'est juste l'avenir, en fait. Trop facile le Q&A. Christelle, ça dépend des questions. Hein. Si on pose des questions, ça dépend des questions. Nadine, question-réponse. Corinne, thème précis, car c'est toujours aussi riche. Faut que j'en trouve un, hein. Bon, là, pour l'instant, c'est question-réponse en priorité. On va voir ce que voteront les autres. Alors, Corinne, si tu proposes un thème précis, donne-moi une suggestion. Bon, je sens que je vais m'amuser après avec les commentaires à voir ce que vous avez dit. Bon, en attendant demain, ça sera surprise. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit et j'espère que vous avez le soleil, vous, chez vous. Je vous embrasse. À demain.